Mer des Caraïbes, l'île Necker, une résidence de rêve, 30 hectares de jungle et de sable fin, où vit un incroyable Robinson des affaires. Oui, c'est mon bureau ici. J'ai beaucoup de chance. J'ai toujours travaillé à la maison. De temps en temps, je dois aller à droite à gauche. Mais c'est tellement mieux ici. Hein? L'heureux propriétaire de cette île, c'est Richard Branson, un homme parti de rien qui pèse aujourd'hui près de 3 milliards d'euros, une des plus grosses fortunes britanniques. Il a même été anobli par la reine d'Angleterre. C'est le sommet du monde. À 56 ans, le fondateur de Virgin affiche son succès sans complexe. Des Virgin Megastore au transport aérien, en passant par les trains, la téléphonie mobile et même le tourisme spatial, Richard Branson a bâti un incroyable empire présent dans une trentaine de pays. Et pourtant, au départ, cet homme à qui tout semble réussir était un gamin à problème, un attardé qu'on disait sans avenir. Le petit Richard Branson est né en 1950. Il a grandi à la campagne, dans cette maison, près de Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre. Il est issu d'une famille bourgeoise. Papa est avocat, maman est hôtesse de l'air, mais les deux parents sont désespérés par leur fils aîné. Richard est dyslexique et à 8 ans, il ne sait toujours ni lire ni écrire. La rigueur de l'enseignement et les coups de bâton n'y changent rien, c'est un cancre, moqué dans les cours d'école. Nous sommes à Londres, chez Johnny James, aujourd'hui scénariste du réalisateur Tim Burton. Il était le seul ami de Branson à l'école, et 40 ans après, il se souvient très bien de ce garçon timide, pas plus doué en sport qu'en mathématiques. Il avait 2 ans de retard à l'école. Tout le monde le prenait pour un débile, un idiot, parce qu'il était vraiment nul en cours. Et il était vraiment différent de tous les autres élèves. Le jeune Richard se sent exclu. Très tôt, il sait qu'il devra se battre pour s'en sortir. Il va alors se forger un caractère de gagneur. Dans ses archives, Johnny James en a gardé un témoignage. Ça, c'est drôle. Regardez. C'est une poésie, et je crois, de l'école, et je crois qu'il y a un poème par Richard ici. Branson a 12 ans quand il écrit ces lignes. Le titre en dit long. Ambition. Walking along corridors with a block of concrete hovering over my head, made of ambition and responsibility. It became larger and larger every day and more sinister. Will it become gold, or will it collapse and shatter upon me, or will it rapidly diminish into the distance? Where'd you get it from? Où vous avez trouvé ça? Johnny James. Okay. Ah, d'accord. I think that, I was most Je likely pense quite que j'étais un petit precocious garçon young très boy, and précoce. that I was- Et je sentais, malgré mon jeune âge, que je pouvais changer le monde. J'avais le sentiment d'avoir une responsabilité, celle de faire la différence. Pour faire la différence, Richard Branson abandonne le collège. Il n'a que 15 ans. Il n'a qu'une idée en tête, prendre sa revanche, faire parler de lui. Nous sommes en 1968. La jeunesse est contestataire, avide de liberté, de nouveautés. Richard Branson lance alors Student, le premier magazine étudiant dans lequel on aborde tous les sujets sans tabou. Student. That's the first copy. Ça, c'est le premier numéro. Segregation. Ça parle de Political ségrégation, d'histoire politique. That's the French. Mai 68 en France, regardez. On y parle aussi de drogue, de sexe, et ça marche. This one, the first one. Ce numéro, le tout premier, ça a été un énorme succès. It was, we C'était sold incroyable, on en a 50,000. vendu 50 000 exemplaires. C'était énorme. Everybody was like, Tout le monde disait, mais c'est hallucinant. how could you- Comment vous avez fait? Vous êtes des I was gosses. 15. Moi, j'avais 15 ans, Richard en avait 16. Pour monter son journal, Branson a commencé par emprunter cette cave, à la mère d'un copain. Mais il lui faut aussi trouver de l'argent. Il va y aller à l'esbrouffe
et va vendre des pages de pub avant même la sortie du premier numéro. Ses atouts, c'est son culot et sa voix. Même si Richard n'avait que 16 ans, il avait une très grosse voix, vous voyez. Et au téléphone, on aurait cru qu'il en avait 30. Du coup, il faisait toutes ses affaires au téléphone. I rang up, Coca-Cola and J'appelais Coca-Cola pour tenter de les persuader d'acheter de la pub dans notre magazine. Et ça marchait pas. Alors j'ai eu une idée. J'ai rappelé en disant que Pepsi était intéressé pour prendre une page. Et là, ça a marché. Très tôt, j'ai compris que les gens réagissent à la compétition. Reste un problème de taille pour le jeune patron. Il ne peut pas payer les journalistes. Richard Branson va alors avoir une idée plutôt originale pour recruter de la main-d'œuvre gratuite. L'idée était de ramener des filles. Parce qu'on savait que si on arrivait à attirer des jolies filles, eh bien les garçons viendraient avec. Et on pourrait tous les faire travailler. Les soirées student deviennent vite très courues. Il faut dire qu'elles sont plutôt libérées. La santé du journal s'en ressent, les recettes publicitaires sont aussi irrégulières que les parutions. 3 ans après sa création, Branson laisse tomber le journal car il a déjà un nouveau projet. Les jeunes Anglais ne jurent plus que par Jimi Hendrix, les Rolling Stones et les Beatles. Alors la nouvelle idée du jeune ambitieux, c'est de leur vendre des disques. Mais toujours sans un sou, il faut encore ruser pour trouver des locaux. C'est dans cette église que démarre la saga Virgin. C'est ici que tout a commencé. Virgin a véritablement démarré dans cette église. Pas à l'intérieur, mais en dessous. Il y avait cette grande crypte puante, pleine de tombes. Mais vous étiez chrétien ? Ouais, bien sûr. On s'est tous fait baptiser ici. Comme ça, il nous laissait utiliser la crypte pour stocker nos disques. Et donc ça, c'est l'entrée de la crypte. Et comme vous pouvez le constater, c'est très étroit. Selon la légende, c'est dans cette crypte que le nom Virgin aurait été inventé dans les vapeurs de hashish. Mais en réalité, Branson a récupéré le nom d'une société en faillite, Virgin, la Vierge, en anglais, d'où cette égérie sur le premier logo de la marque. Il commence par vendre des disques par correspondance et très vite, il ouvre son propre magasin. Ce sera l'ancêtre des Virgin Megastore. Branson prend des crédits, multiplie les boutiques et introduit des innovations révolutionnaires comme les premiers écouteurs en libre accès. Le succès est tel que ces magasins se transforment en squats. Disques, écouteurs, platines sont régulièrement volés, Branson est débordé et les dettes s'accumulent. À 21 ans, il doit 1,5 million d'euros, la banque s'affole mais lui garde la tête froide, il a déjà une nouvelle idée pour bluffer son banquier. Le directeur de la banque est arrivé et a dit à Richard, « Vous allez avoir de gros problèmes. On va saisir la maison de vos parents, on va tout vous prendre, même vos chaussures. Vous devez nous rendre l'argent que vous avez emprunté. » Et Richard connaissait la loi, il a dit « Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne peux pas vous payer 1 million de livres. Je ne peux même pas vous donner 20 livres. » Le banquier lui a demandé ce qu'il comptait faire. Et Richard a répondu « Une maison de disques. Je sais qu'on va y arriver avec une maison de disques. » La banque lui a alors reprêté de l'argent pour le label Virgin Records. Le tout premier pari du nouveau label Virgin est un authentique coup de chance. Il s'appelle Mike Oldfield, un débutant alors refusé par toutes les grandes maisons de disques. Sa musique, à base de synthétiseurs, est expérimentale. Ces quelques notes vont changer la vie de Richard Branson. C'est Simon Draper, un cousin de Richard Branson, qui a repéré le jeune compositeur. À l'époque, il n'imagine pas une seconde l'immense succès qui les attend. On n'avait aucune expérience dans le business de l'enregistrement musical. On n'avait aucune idée de ce qu'un gros succès voulait dire. On espérait faire un bon score en sortant 50 ou 100 000 albums. Et au final, on en a vendu des millions. L'album Tubular Bells prend la tête du hit parade dès sa sortie et les ventes sont colossales. Avec 13 millions de disques écoulés, c'est toujours aujourd'hui le 11e album
le plus vendu de l'histoire du Royaume-Uni. Virgin Records rembourse toutes ses dettes en 6 mois. Le pari Michael Field est un jackpot. Richard Branson devient millionnaire, il n'a que 23 ans. Les profits qu'on a faits ont été très vite dépensés dans des groupes qui étaient beaucoup moins talentueux. Le problème quand on a du succès avec son premier album, c'est qu'on croit que c'est facile. Mais en fait, on a vite compris qu'on avait eu un coup de chance et que les choses ne seraient pas si simples. Branson a beau courtiser les meilleurs artistes du moment comme Mick Jagger, il n'arrive pas à accrocher un groupe à succès. Jusqu'en 1977. La vague punk déferle sur l'Angleterre et un groupe fait plus de bruit que les autres, les Sex Pistols. Il joue très vite et très fort, vocifère des torrents d'insultes, incite à l'émeute, la jeunesse anglaise en raffole, mais le show business les rejette. Pour 100 000 €, autant dire une bagatelle, Richard Branson signe leur premier album, Nevermind the Bollocks, littéralement, on s'en bat les couilles. La raison pour laquelle il a voulu signer les Sex Pistols, c'est parce qu'ils avaient dit enculé à la télévision, et parce qu'ils s'étaient fait jeter de leur maison de disques. Richard adorait ce genre de publicité. Et puis quand l'album Nevermind the Bollocks est sorti, on a été poursuivis pour propos insultants, et Richard adorait la publicité que nous faisaient les tribunaux. Le plus célèbre de ces coups de pub, ce sera le jour de l'anniversaire de la reine. Depuis une péniche, sous les balcons de Westminster, les Sex Pistols traitent la reine de criminelle et de fasciste. Le groupe est arrêté par la police, le sourire du chanteur Johnny Rotten fait le tour du monde, le disque devient un succès international, Virgin entre dans la cour des grands labels. Il faut prendre des risques dans la vie. Les Sex Pistols ont changé Virgin. Ils nous ont installés sur la scène internationale. C'était un risque, mais un risque calculé. Et prendre des risques, Branson adore ça. Nous sommes en 1984, et à 34 ans, il vit sur une péniche, dirige la 5e maison disque du monde et emploie 4000 personnes. Mais il a soif de défis et surprend tout son monde en dévoilant son nouveau projet, une compagnie aérienne. Je pensais que lancer une compagnie aérienne était une idée complètement folle, parce que ça n'avait aucun rapport avec ce qu'on faisait, alors que ça marchait bien. Et ça pouvait nous faire perdre beaucoup d'argent. Richard déteste que les gens lui disent non. Ne fais pas ça. Sinon, il va faire le maximum pour vous prouver que lui, il peut le faire. Le pari de Branson est fou. Tous ses collaborateurs croient qu'il a perdu les pédales. Il veut concurrencer le géant British Airways avec des vols à prix cassés. Sa première ligne Londres-New York est inaugurée en grande pompe au printemps 1984. Virgin Atlantic décolle avec un seul avion. Branson a loué l'appareil. Il a dû aller négocier personnellement avec les patrons de Boeing pour arracher l'affaire. Je suis allé faire un deal avec Boeing. On ne leur a pris qu'un seul Boeing 747 d'occasion. Nous avions convenu que si ça ne marchait pas, on le leur rendrait un an plus tard. On a assuré nos arrières et on a dit « on y va ». Mais avec un seul appareil et une seule ligne, les débuts de Virgin Atlantic sont difficiles. D'autant que Richard Branson n'a pas les budgets publicitaires de ses concurrents. Alors pour attirer l'attention du public, le patron de Virgin va payer de sa personne. Son nouveau cheval de bataille, tenter des exploits en ballon. Juillet 1987, Virgin a fait construire le plus grand ballon du monde. Branson veut être le premier à traverser l'Atlantique en montgolfière. Un vol épique à plus de 10 000 mètres d'altitude, dans une capsule pressurisée, c'est une première. 35 heures plus tard, crash en mer d'Irlande, l'équipage est sauvé in extremis de la noyade par la Royal Navy. Branson et son coéquipier Pearl Instrand deviennent des héros. Le coup de pub pour Virgin Atlantic est énorme. Après notre traversée de l'Atlantique, les retombées publicitaires ont été évaluées à près de 20 millions d'euros. Pour un tout petit investissement au départ.
C'était fantastique. Richard est le premier à réaliser le potentiel des voyages en ballon pour la publicité. Avant, la couverture médiatique n'était que locale, il a transformé ça en événement international. C'est sa grande force, il voit le potentiel, c'est un visionnaire. Résultat, Virgin Atlantic profite à plein de cette nouvelle notoriété. Les avions se remplissent, la touche Virgin fait parler d'elle. Tarif 30% moins cher, massage, manucure et la star, Richard Branson en personne, qui joue les hôtesses de l'air pour épater la clientèle. 4, 6, puis 8 avions, la flotte s'étoffe rapidement. Sûr de lui, Branson fait le malin déguisé en pirate et défie publiquement British Airways. Il veut lui prendre le tiers de ses clients, British Airways prend peur. Avec plus de 200 appareils, la compagnie nationale est un mastodonte comparé à Virgin. Mais son PDG, le très guindé Lord King, est furieux de se faire souffler ses passagers et même le trophée de la meilleure compagnie aérienne de l'année en 1991. Le Lord anglais décide alors secrètement de tout tenter pour couler Virgin Atlantic. C'est le début d'une guerre souterraine lancée par British Airways contre Virgin. La presse l'appellera la campagne des Dirty Tricks, la campagne des coups bas. Détective privé, piratage informatique, filature, British Airways va employer des méthodes d'espionnage pour salir Richard Branson et déstabiliser Virgin Atlantic. Le cerveau de cette opération, c'est un certain Brian Basham, conseiller de Lord King. 15 ans après les faits, il accepte de revenir sur cette histoire avec quelques précautions. Ma collègue est en train de prendre des notes. Et pourquoi ? Pour avoir une trace de ce qui s'est passé. Vous voulez être sûr de quoi ? Mais pour être sûr de votre honnêteté, elle prend des notes parce qu'on ne s'est jamais vu. Vous avez l'air très sympathique, mais je veux être sûr de votre honnêteté. J'ai rencontré beaucoup trop de gens malhonnêtes dans ma vie. Sa mission était simple, enquêter pour le compte de British Airways sur la face cachée de Richard Branson. Mon job à British Airways était de dire à tout le monde ce que j'avais découvert sur Branson. Et comme je menais une enquête financière sur ses affaires, il était vital de savoir d'où venait son cash, et le cash venait d'une boîte de nuit appelée le Heaven. Le Heaven, c'est ce nightclub londonien, une boîte de nuit gay dont Branson est propriétaire depuis 10 ans. La réputation de la boîte est sulfureuse, Basham va tenter de l'exploiter pour répandre des rumeurs dans la presse. Il entre en contact avec un journaliste, Chris Hutchins, alors reporter pour le journal à scandale Today. Voici sa version des faits. Le plan dans lequel Basham voulait m'impliquer, c'était de faire sortir une affaire dans la presse. Selon lui, Richard Branson, le PDG de Virgin, était propriétaire d'une boîte de nuit qui vendait de la drogue. Autrement dit, Richard Branson était impliqué dans un trafic de drogue. Et c'est ça que British Airways voulait. Et ça l'aurait ruiné, car toute l'image de Virgin dépendait de l'image de Richard Branson. Le journaliste contacte alors Richard Branson pour vérifier certaines informations. Convaincu de sa bonne foi, il l'informe de l'enquête que mène British Airways. Branson va alors lui demander un service très particulier. Branson n'a pas arrêté de m'appeler ce week-end-là, sans arrêt. Et finalement, il m'a dit « Es-tu prêt à aller revoir ce type et à l'enregistrer ?» Vous savez, avec un micro caché. Il voulait avoir une preuve de cette conversation. Il voulait avoir la trace de ce que cet homme racontait sur lui au nom de British Airways. Le journaliste pense tenir un scoop. Il finit par accepter la proposition de Branson. J'ai tout enregistré. J'avais ce magnétophone dans la poche et j'étais très nerveux. Parce que quand je suis arrivé, Basham avait un fusil dans les mains. Pardon ? Ouais, il était en train d'astiquer un fusil de chasse. J'étais très intimidé. Et je pense que c'est ça qu'il voulait. Il voulait m'impressionner. Pendant 1 heure, au domicile de Brian Basham, le journaliste va discrètement enregistrer toute sa conversation avec l'homme de British Airways. On y parle de Branson, du Heaven, de drogue. Bien sûr que j'ai été piégé. Enfin piégé. J'ai été déçu par un journaliste de toute petite envergure et par un homme extrêmement immoral. Avec cette cassette,
Le patron de Virgin tient enfin une preuve tangible des manœuvres de British Airways contre lui. Et Branson le fait savoir. Le scandale sort dans la presse quelques jours plus tard. Virgin attaque British Airways en diffamation devant la Haute Cour de justice de Londres. British Airways voulait le traîner dans la boue et c'est finalement Richard Branson qui triomphe. Virgin enfonce British Airways, titre le Sun. L'ex-compagnie nationale doit s'excuser et verser la somme record de 610 000 livres de dommages et intérêts. Lord King doit démissionner. Branson est plus populaire que jamais. David a vaincu Goliath. Si je n'avais pas réussi à convaincre ce journaliste de m'aider, l'entreprise aurait pu disparaître. On se battait pour notre peau, on se battait pour la survie de la compagnie et des 5000 personnes qui travaillaient pour Virgin. Branson a gagné la bataille de l'opinion, mais la campagne des coups bas a coûté cher. Frais de justice, baisse d'activité. En 1992, Branson est endetté. C'est contraint et forcé qu'il se sépare de Virgin Music, la maison de disques qui l'a rendu riche. Le joyau de la couronne est vendu au label EMI pour $1 milliard. Bizarrement, quand j'ai vu les titres des journaux qui annonçaient Branson vend Virgin pour $1 milliard, j'ai pleuré. Ce n'était pas une chose facile à faire. Mais bon, pour la première fois de ma vie, j'avais de l'argent devant moi. On était prêt à donner une nouvelle mission à Virgin. On allait pouvoir installer Virgin dans d'autres secteurs économiques, partout dans le monde. Au milieu des années 90, Virgin transporte 1,5 million de passagers. British Airways doit désormais compter avec le jeune patron star. En 10 ans, l'empire Virgin est devenu un kaléidoscope de 350 sociétés très hétéroclites. Virgin, c'est de la vodka. C'est aussi la première compagnie de chemin de fer d'Angleterre. 300 mégastores à travers le monde, des banques et même des robes de mariée. Branson épate la galerie, mais ce n'est souvent que poudre aux yeux. Beaucoup de ses affaires perdent de l'argent. Exemple, Virgin Cola. 1998, Branson déclare la guerre à Coca-Cola sur ses terres et débarque à New York en char d'assaut. Provocateur, il écrase des centaines de canettes de Coca-Cola. Mais 3 ans plus tard, Virgin Cola s'avère être un flop. Les pertes s'élèvent à 45 millions d'euros. Selon Tom Bauer, un journaliste britannique qui a enquêté plusieurs années sur Virgin, le milliardaire est avant tout un joueur de poker qui sait cacher son jeu. C'est un jongleur. Autrement dit, il a toujours lancé un très grand nombre d'affaires en même temps. Et son but, c'est qu'au final, il y en ait au moins une ou deux qui lui permettent de toucher le jackpot. Très peu de business vont lui rapporter un maximum d'argent. Les autres font faillite et il s'en fout. Le dernier coup de Richard Branson est l'un des plus spectaculaires. 2001, il a lancé en Angleterre Virgin Mobile avec un système d'abonnement basé sur les cartes prépayées. Virgin, opérateur de téléphonie, débarque en France. Avril 2006, nous sommes à Paris, au Virgin Megastore des Champs-Élysées. Nous retrouvons Richard Branson au 6e étage du magasin, sans costume ni cravate, comme à son habitude. Il s'apprête à lancer en France sa marque de téléphonie mobile avec une recette dont il a le secret, se donner en spectacle. Le show a été annoncé dans la presse, mais personne ne connaît en détail la nouvelle folie du milliardaire. La corde le reprend tout de suite. It never gets loose. Oh, I'm not doing anything. Okay. It never gets loose. So I'm in your control. C'est moi qui contrôle. All right. Okay. Thank you. Il va jouer au cascadeur. 30 mètres plus bas, fans, journalistes et badauds se pressent pour apercevoir la star du business. À 56 ans, Richard Branson n'hésite pas à faire le pantin suspendu à une corde. Comme toujours, Branson fait du business en s'amusant. Virgin se veut une marque jeune et surtout une marque sexy, alors il faut que ça se voit. Wanna be down with the day glow.
On en oublierait presque que tout ce remue-ménage, c'est d'abord pour faire des affaires. Le reste de sa journée est consacré à la tournée des radios et télévisions parisiennes. Nous faisons une partie du chemin avec lui. Il faut être en première page, pas sur la dernière. C'est le seul moyen si vous voulez que votre société survive. J'ai toujours utilisé ma personne pour mettre Virgin en avant et faire savoir à tout le monde que Virgin existe. Le lendemain matin, Branson fait la une de la presse économique. Une nouvelle fois, il a réussi son coup. Mais l'opération n'est pas tout à fait terminée. Il est 8 heures, gare du Nord. Le milliardaire repart déjà vers Londres. On a changé notre programme parce qu'on doit annoncer un très gros deal en Angleterre. En fait, Branson va tout simplement échanger Virgin Mobile contre 10% d'un groupe de télévision britannique. Moins de 24 heures après son lancement en France, sa compagnie de téléphonie mobile est déjà revendue en Angleterre. Un tour de passe-passe qui tient à en croire le milliardaire dans cette petite pochette. Là-dedans, il y a l'accord que je vais signer cet après-midi. C'est un des plus gros coups qu'on ait jamais fait. On a démarré Virgin Mobile il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça vaut 2 milliards de dollars, alors qu'on était parti de rien. Et maintenant, on va utiliser cet argent pour investir sur le marché de la télévision. Hier, on s'est installé sur le marché français. Aujourd'hui, on lance une chaîne de télévision en Angleterre. C'est une bonne journée. Dans quelques mois, le nouveau bébé de Richard Branson sera une chaîne de télévision qui portera le nom de Virgin. Bonne journée. Au passage, Richard Branson va personnellement empocher 180 millions d'euros. Sir Richard Branson est aujourd'hui l'entrepreneur le plus populaire du Royaume-Uni. C'est aussi la 10e fortune du pays, des milliards dont il n'arrive jamais à se contenter. Retour sur l'île Necker. Même sa propre villa à 45 millions d'euros est une petite entreprise. Probablement la plus surprenante de l'Empire Virgin. Il tient absolument à nous montrer ce film. Branson est aussi hôtelier des stars. Beaucoup de gens très célèbres sont venus sur l'île Necker. Spielberg, Warren Beatty, Bill Gates. Bref, presque toutes les stars sont venues passer quelques jours ici. C'est complet, 12 mois sur 12. Et combien ça coûte de passer une semaine ici ? C'est environ 1 500 $ par jour et par personne. Nourriture et boissons comprises. C'est pas trop cher, mais c'est pas très bon marché non plus. Si l'homme se donne à voir sans mystère devant les caméras, ses comptes, eux, restent une énigme. Virgin est une multinationale qui emploie plus de 35 000 personnes dans le monde. Fait rarissime, le groupe n'est pas coté en bourse.